Bien, on va commencer cette rencontre. Merci à vous d'être là. Rapidement, pour introduire cette rencontre autour de donc, la thématique, c'est transmettre l'histoire par l'image des galeries historiques au 9e art. Les galeries historiques faisant évidemment référence aux galeries, je crois qu'on dit galerie Louis-Philippe ou... en tout cas, c'est Louis-Philippe. On aura l'occasion d'en parler. La plus célèbre étant la galerie des Batailles, certainement. Donc il y a une longue tradition, mine de rien, à Versailles de représentation de l'histoire à travers les images. Aujourd'hui, c'est le premier jour, c'est l'ouverture de cette exposition Versailles à travers le château de Versailles dans la bande dessinée. Et donc, on va en discuter pendant 1 heure des enjeux, de représenter l'histoire à travers les images et là, évidemment, plus spécifiquement à travers la bande dessinée. Je vais vous présenter nos invités. Je vais commencer par Yves Carlier, qui est tout au bout. Yves Carlier, vous êtes conservateur général du patrimoine au château de Versailles et du Trianon. C'est toujours important de le préciser. On a parfois tendance peut-être à l'oublier. Vous étiez auparavant à Fontainebleau, si je ne m'abuse. Et alors, vous êtes particulièrement spécialisé dans les arts décoratifs et l'orfèvrerie, hein, c'est ça? Voilà, donc vous êtes notamment l'auteur de plusieurs livres, mais notamment Un jour à Versailles, Versailles, splendeur et intimité. Voilà. À côté de vous, il y a Youn Locard et Florent Groisel, dans l'ordre, hein, voilà, qui sont les deux auteurs d'une trilogie, d'un triptyque qui s'appelle Révolution, dont le premier tome est paru il y a maintenant presque 2 ans, janvier 2019. Vous avez tous les deux fait l'Institut Saint-Luc à Bruxelles. Vous, Loun, vous aviez fait 2 livres, me semble-t-il, 2 albums avant de travailler avec Florent. Et puis ensuite, tous les deux, vous aviez déjà fait en 2013 une bande dessinée qui s'appelle Éloi, un superbe livre qui raconte en fait la traversée d'un bateau de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à la France. Et puis l'histoire est centrée sur un kanak en fait qui est arraché à son île et qui va découvrir la France. Et donc le premier tome de Révolution est sorti il y a 2 ans. Il y en a encore 2 en préparation. On va avoir l'occasion d'en parler. Et puis enfin Olivier Pack, qui est à ma droite. Alors vous aussi, je crois que vous étiez à Saint-Luc, hein. Voilà. Oui, exactement. Oui. Donc on a trois auteurs de BD qui sont tous les 3 de l'Institut Saint-Luc de Bruxelles. Et alors vous, c'est un peu une autre école. C'est l'école, votre école, c'est Jacques Martin, puisque vous avez pas mal travaillé avec lui sur la série Loïs, notamment. Oui, carrément. On n'a fait que ça, travailler ensemble dessus, parce qu'il n'y a pas de précédent. Donc, c'est vous qui avez créé la série avec lui. On l'a co-créé, on dira, ouais. Et donc, on va avoir l'occasion d'en parler. Il y a plusieurs albums de Loïs qui se déroulent en partie, il y a des scènes qui se déroulent à Versailles. Et là, dernièrement, vous avez publié, ça n'a rien de Loïs, mais l'épopée de la franc-maçonnerie, le tome 2, qui est sorti chez Glénat il y a quelques semaines. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, pour rentrer rapidement dans le vif du sujet, je m'adresse peut-être à vous, Yves Carlier. Une exposition sur Versailles dans la bande dessinée, est-ce que aujourd'hui ça peut paraître presque quelque chose d'évident, mais est-ce que c'était si évident que ça d'organiser une exposition sur la bande dessinée au château de Versailles? Alors, la question étant, si faire une exposition au château de Versailles sur la bande dessinée était évident, non, il y a quelques années, ça n'aurait pas du tout été évident. La bande dessinée n'était pas considérée comme étant un art à part entière. Et ce n'est que récemment une évolution. D'abord, la politique d'exposition du château de Versailles, qui est beaucoup plus ouverte que sur les thèmes traditionnels qui étaient auparavant exposés. Et puis également, c'est le travail de recension de toutes ces planches sur lesquelles on voit le château de Versailles, qui a permis quand même de prendre conscience qu'il y avait un vrai sujet de la représentation du château de Versailles, d'où cette exposition d'aujourd'hui. Ça veut aussi dire que la perception de la bande dessinée comme un art, donc le 9e art, hein, le terme 9e art existe depuis la fin des années 60, mais ça a mis un petit peu de temps, on va dire, à être accepté en tant que tel. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment accepté
Est-ce que c'est devenu une forme de normalité? C'est une normalité, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a une relation de cause à effet avec le prix que peuvent atteindre en vente publique certains dessins d'auteurs. Je pense à Hergé notamment, c'est le plus flagrant. Est-ce que on s'est dit, mais finalement, il y a peut-être, alors j'ai employé un terme qui n'est probablement pas adapté, un filon à exploiter, en se disant, mais finalement, pourquoi pas regarder autre chose que les beaux-arts à partir du moment où la bande dessinée ne rentre pas encore dans la catégorie beaux-arts, si je puis dire. Pour moi, je ne suis pas du tout à l'initiative de cette exposition. Elle est due à Jacques-Éric Piette à l'origine, avec Guillaume Palavant, qui est plutôt un amateur de bande dessinée. Et en tant que conservateur, on m'a demandé d'y travailler dessus. Et pour moi, c'était évident. Je ne me suis pas posé de questions. C'était évident qu'on pouvait faire une exposition sur la bande dessinée. Voilà, donc j'ai pris le train en marche et le résultat, c'est celui que vous pouvez voir au Jeu de Paume. Et voilà, l'exposition qu'on va commencer à pouvoir voir aujourd'hui jusqu'au 31 décembre. Hein. 31 décembre, oui. Donc on va revenir au fil de la rencontre spécifiquement sur le cas de Versailles. Moi, je voudrais me tourner vers les trois auteurs qui sont là pour leur demander quelle est votre perception en fait, de votre travail. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous êtes dans une démarche vous voulez faire une bande dessinée historique? Est-ce que finalement l'histoire sert votre fiction? Comment est-ce que vous vous placez par rapport à comment vous passez votre travail par rapport à l'histoire avec un grand H? Voilà, oui, moi de mon côté, si on parle d'histoire, disons qu'ici, ce qu'il y a, c'est que moi, en travaillant dans le cadre des séries de Jacques Martin, j'ai dû un peu me plier aussi à ce qui était sa volonté. Donc, que ce soit pour le personnage d'Alix ou ou d'autres, Jacques Martin a toujours été fasciné par les fastes, par le pouvoir aussi. Je ne sais pas si ça se remarque sûrement dans ces BD. Donc il y a une volonté, en effet, de montrer les fastes, la beauté, les trucs un peu grandioses, et aussi une envie de représenter ce qui n'existe plus. Donc, je crois que c'est ça qui guide beaucoup des séries de Jacques Martin, c'est ça, c'est de dire, voilà, c'est un monde perdu, comme quand il fait le royaume de France du temps de Charles VII, je crois que c'est Charles, je sais plus, peu importe, mais Jeanne d'Arc, quoi. Voilà, c'est représenter ce qui de nos jours est inconcevable. Quand il montre Gilles de Rais, c'est Gilles de Rais, c'est ça, quoi, c'est ça le Moyen Âge, c'est un truc, ça tue, bref, je vous passe les détails. Donc c'est plutôt ça la volonté, c'est de montrer des choses qui se sont perdues, tout en gardant une certaine limite, parce que Jacques Martin, c'est l'ancienne école, c'est dire au-delà de certaines choses, on ne peut pas montrer, quoi. Encore que, quand il montre Gilles de Rais, il fait pas que suggérer, hein, donc là, moi ça m'a toujours étonné. Mais Loïc, c'est beaucoup plus sage, c'est déjà plus les Trois Mousquetaires et tout ça, mais c'est très bien. Je veux dire, moi c'est une démarche que j'aime beaucoup, donc je me suis pas du tout plaint de le faire. Non, ce qui m'a fait peur, c'est le côté Versailles, c'est impressionnant, quoi. C'est un monument, et moi j'en avais peur à la base. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'impressionnait, mais quand on s'intéresse, quand on apprend un peu sur l'époque et tout, c'est pas si terrible en fait. Donc c'est enfin voilà, je sais pas si je réponds à la question. Donc Si, ouais. Florent? Nous, j'ai l'impression qu'on a d'abord été intéressé pour ce projet Révolution par l'idée de révolution. Et quand Youn a commencé à en parler, parce que c'est d'abord par lui que c'est arrivé, j'ai l'impression que cette idée de révolution était prépondérante, quoi, même sur la réalité historique de la Révolution française et la particularité de cette révolution-là. Et donc, finalement, on s'est plié quand même à l'histoire, mais c'est pas forcément... on n'a pas une urgence à faire que des projets historiques, quoi. Il se trouve que nos deux albums qu'on a fait ensemble pour le moment se passent... le premier au 19e et puis celui-là à la fin du 18e, mais c'est un peu par hasard presque. Après, on est vachement attaché à reconstituer aussi
la matérialité quoi, d'un temps révolu. Qu'est-ce que les gens, à quoi ils occupent leur temps, quels sont, je sais pas, les objets et les décors qui les entourent. C'est vrai que ça nous semble hyper important quoi, d'être juste là-dedans et dans cette recherche. Pas forcément de l'exactitude à tout prix, mais d'une atmosphère, d'une ambiance, quoi, quelque chose qui rende vraisemblable le récit. Ah oui, voilà. Et donc ça vient nourrir beaucoup notre récit, je pense au final. On essaye enfin c'est en se documentant sur l'époque qu'on trouve finalement, on arrive mieux à se mettre, qu'on trouve plus ce qui est vraiment spécifique dans la vie des gens et ce qui différencie du coup la Révolution française, enfin du coup ce sujet-là qu'on traite de tout le reste, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, je pense que peut-être en faisant de la bande dessinée, comme on doit dessiner, et puis comme il y a de la fiction, on doit mettre en scène des personnages, et du coup on se pose certaines questions. Par exemple, je sais pas comment. Il suffit qu'on ait une scène où ils vont boire un café, quoi. Comment on fait le café, ou je sais pas, qu'ils vont aux toilettes, ou qu'ils se lavent, ou des trucs quand nous on imagine une histoire. Après, on est obligé de se demander, mais comment ils faisaient à l'époque pour se laver, ou est-ce qu'ils se lavaient quand ils habitaient dans un appart à Paris sans l'eau courante et tout. Et du coup, ça nous emmène en fait à se poser des questions d'une manière différente, peut-être qu'un historien ferait. Enfin, on n'a pas la même porte d'entrée en fait, et du coup, on se pose pas les mêmes questions, pas de la même manière, et ça aboutit à fabriquer des images, ce qui est aussi pas le même résultat. Donc, je pense qu'il y a aussi faire des BD historiques, c'est aussi une manière, pas d'être historien, mais en tout cas de faire un espèce de travail historien d'une manière un peu originale par rapport à la manière universitaire aussi, quoi, qui est peut-être plus dans le quotidien ou dans les trucs sensibles. Est-ce que l'histoire avec un grand H, ça devient une contrainte à un moment donné dans votre travail justement? Vous parliez de savoir exactement concrètement comment est-ce qu'on se lave. Est-ce qu'à un moment donné ça devient vraiment une contrainte? Est-ce qu'on bloque sur des choses? Ça dépend aussi un peu comment on voit le truc en fait, comment on le prend, quoi. D'un côté, personne nous force à le faire, donc c'est une contrainte qu'on s'impose à nous-mêmes et donc qui nous nourrit beaucoup, la manière, enfin notre histoire au final. Et aussi, en fait, au final, on ne sait pas du tout exactement comment ils se lavent. On finit toujours par dire, ça doit être à peu près comme ça. Enfin, en général, quoi. Même si on est soucieux de vraiment produire un truc qui soit sérieux et tout, il y a quand même aussi plein de zones d'ombre qu'on bouche en imaginant, quoi. Olivier, pour vous, est-ce que ça devient une contrainte? Ça peut être une contrainte, notamment l'approche de Jacques Martin était toujours réputée pour être une approche très réaliste. En tout cas, vous voulez être très réaliste. Oui, c'est une contrainte, encore que on a choisi, par exemple, au niveau narratif, le processus, enfin l'idée de garder une année qu'on ne quitte jamais. Hein. Donc on s'est décidé de choisir l'année 1682. Et en fait, on a eu le nez creux, si on peut dire, parce que c'est une année où il ne se passe pas grand-chose. Donc il n'y a pas de grande bataille, il n'y a pas de guerre qui commence, il n'y a pas de... Et donc, somme toute, au niveau scénaristique, c'est assez sympa parce qu'on n'est pas tenu par ce genre de... Ah oui, fais attention, hein, cette année-là, ils ont battu les Hollandais. Non, c'est calme. Je vais dire... la plupart des gens qui sont là au début du règne sont encore vivants, comme par exemple la reine Marie-Thérèse, je me trompe pas, oui, Marie-Thérèse, Colbert, enfin d'autres, Madame de Maintenon est déjà dans son appartement, la Madame de Montespan est encore dans son appartement parce qu'elle va le quitter un peu plus tard, et
Versailles correspond déjà au rêve, à la volonté qu'en avait Louis XIV. C'est-à-dire que la Galerie des Glaces est quasiment achevée. Il a ses appartements de luxe avec les appartements des bains, il a tous ses parterres, il a tous ses bosquets. Donc c'est une sorte d'année une période un peu bénie. Et en plus, il a encore le sentiment d'avoir une santé de fer, d'être un véritable jeune homme, parce qu'en fait, il n'a pas encore eu tous ses ennuis de santé. Donc c'est une contrainte et ça n'en est pas une, parce que c'est un peu l'époque bénie pour le règne. C'est après que tout bascule, donc on ne peut pas dire « Ah mais regarde, Louis XIV, il avait perdu la moitié de sa mâchoire et tout ça ». Donc c'est relativement peu contraignant pour ce qui nous concerne. C'est vrai qu'au niveau du décor, de toutes ces choses-là, on fait attention, mais là, je vais dire, l'année qu'on a choisie, la période, elle est assez facile à traiter, en fait. D'accord. Alors, je vais vous poser cette question parce qu'il y a l'historien Pascal Horry que vous connaissez bien, je crois, Loun et Florent, puisque vous avez eu, Révolution a eu le prix du château de Cheverny en 2019 et le Fauve d'Or d'Angoulême en début d'année. Donc, ça, c'est le premier prix à Angoulême, c'est quand même pas rien. Mais en tout cas, Pascal Horry, vous le connaissez puisque c'est lui je crois qu'il est président du jury à des rendez-vous de l'histoire de Blois, je ne dis pas de bêtises. Lui distingue la BD historienne, qui, je cite, est pédagogique avec beaucoup de méticulosité, de la BD historique, qui, je cite, est une œuvre d'art par le choix d'une fiction la plupart du temps. Qu'est-ce que vous pensez de cette distinction entre BD historienne et BD historique ? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui à Cheverny, mais... Je pense qu'on peut voir assez précisément de quoi il veut parler, mais bon, on ne le connaît pas non plus très très bien. Moi, c'est vrai que il y a peut-être différents... Enfin, il y a plein de courants différents, mais c'est vrai qu'on peut faire comme ça deux grandes tendances. Il y a des albums qui vont plutôt se servir de l'histoire pour faire de la fiction. Nous, on est plutôt dans ce cas-là. Et puis, il y a des albums qui cherchent à transmettre, à apprendre, avec une visée un peu pédagogique. En fait, assez paradoxalement, moi, je trouve que je me sens plus proche du terme historien que historique, parce que notre travail, il se nourrit de beaucoup de travaux d'historiens et d'historiennes, et il les restitue d'une manière assez sensible, quoi. Enfin, en tout cas, c'est notre but. Et pas... j'ai l'impression du coup d'être plus proche en fait du travail des historiens et des historiennes d'aujourd'hui qui, je pense, ont fait un peu le deuil d'une objectivité hyper académique qui voudrait décrire de manière neutre les époques passées, quoi. Alors que nous, les livres d'histoire qu'on lit sont plutôt une recherche comme ça de sensibilité, de traces de gens, et c'est plutôt de ça que nous on se nourrit, et c'est plutôt le résultat de ce genre de travaux-là que notre bande dessinée. Notre BD est plutôt le résultat de ces travaux-là, quoi. Alors que pour moi, je mettrais plutôt la bande dessinée historique traditionnellement du côté justement d'une reconstitution assez factuelle. Et pas trop du côté de la sensibilité, des personnages, des mentalités, quoi. Mais bon, c'est comme quoi, ça se discute vachement, je pense, de comment est-ce qu'on catégorise telle ou telle chose. C'est sûr qu'en tout cas, nous, on n'a pas voulu écrire un cours d'histoire, quoi. Youn voulait peut-être... Ouais, moi j'aime bien, je trouve quand la première fois que j'ai entendu ça, BD historienne, BD historique, je me suis dit que c'était assez génial, j'aimais bien l'idée. Parce que ça me plaisait d'imaginer qu'une bande dessinée, elle puisse ne pas seulement vulgariser ou mettre en image ou restituer le travail des historiens, mais qu'elle puisse aussi produire en fait qu'elle puisse faire de l'histoire, quoi. Sans, ça reste une.
Genre, c'est pas un travail universitaire, quoi. Donc, c'est une autre manière de faire de l'histoire, mais que faire de l'histoire, c'est aussi mettre en scène des gens qui vivent dans des époques passées. Ça, je trouve ça vachement... ça me plaît bien. Après, je sais pas où trop nous on se situe exactement. Et puis aussi, il faut se méfier toujours de toute façon des catégorisations, parce que de toute façon, c'est toujours un peu bidon, puisque c'est des cases dans lesquelles on met les trucs. Donc, mais en tout cas, ouais, je pense que moi, ce que je comprends dans ce terme de BD, enfin ces deux catégories-là, ce qui n'est pas forcément ce que lui a voulu dire, je sais pas, c'est juste comment moi je le vois, ouais, je dirais qu'il y a en fait, il y a quand même une reconnaissance du coup de sa part, du fait que la bande dessinée peut produire un travail historique qu'en fait les historiens en la lisant vont dire « Ah ouais, j'avais jamais pensé les choses comme ça va nourrir mon travail, quoi ». Et je pense que c'est possible, je pense qu'il a raison, il y a des BD qui sont comme ça, et il faut s'en réjouir, ouais, je trouve que c'est... Enfin, en tout cas, et surtout de la part d'un historien chevronné comme ça, je trouve que c'est une super belle invitation, en fait, à participer au travail sur l'histoire. Et aussi, je pense que ça peut être pertinent aussi dans le sens BD historienne, dans le sens d'une BD qui questionne aussi le fait de faire de l'histoire, quoi, et l'historiographie. Puisque nous, on fait quand même ça, en fait, en tout cas pour notre part, on va très peu aux archives et tout. On utilise beaucoup le travail des historiens qu'on redigère de l'autre côté. Et en même temps, enfin, je sais qu'il y a plusieurs albums vachement intéressants qui sont sortis, dont le sujet, c'est presque ça, quoi, l'historiographie, le traitement de l'histoire. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez nouveau, peut-être, ou en tout cas qui se développe, et qui est accueilli avec beaucoup de chaleur par des historiens comme Pascal Horry. Et ça, c'est super engageant, quoi. Je pense qu'il pourra nous donner... Je voulais peut-être juste donner la parole à Olivier avant, et puis après... Après, je ferai un commentaire de ce que l'on voit à l'écran. Oui. Olivier, qu'est-ce que... Alors bien sûr, hein, les catégories, oui, c'est là pour être remis en question, mais c'est vrai que ça donne éventuellement des pistes de lecture ou de réflexion, mais à critiquer toujours, bien sûr. Non, mais disons que moi, je ne connaissais pas ces deux termes, je n'avais pas trop suivi les débats sur la BD historique, historienne et tout ça. Mais c'est un peu étrange parce que Martin en premier, Jacques Martin, donc, en parlant d'Alix, était le premier à dire « Attention, c'est pas un cours d'histoire ce que je fais, ne prenez pas ça comme tel. » Donc malgré son sérieux, malgré tout ça, il disait « Non, je fais plein d'erreurs, j'en fais encore. » Et croyez pas que c'était... Et d'ailleurs, bon, moi, quand je m'en ouvrais auprès de lui, quand j'avais des gros doutes, je me disais, mais écoutez, monsieur Martin, je tutoyais pas, mais je sais pas du tout comment c'était, comment il faisait, comment blabla. J'ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous avez comme document ? Ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des trucs qui sont faux, comme la chambre du roi et tout. Et il dit, faites ça sera encore plus simple. Les gens connaissent, ils seront pas paumés et tout. Après, si vous connaissez bien votre sujet, si vous avez assez de sources, c'est bien, faites-le, mais c'est pas une obligation. Donc, quoi qu'on pense, il faut pas trop mystifier les gens comme Martin. Il était le premier à dire, c'est pas un cours d'histoire, c'est juste si ça vous donne le goût à l'histoire. Je crois que c'est François Cavana qui écrivait ça quand il faisait ses romans sur les Mérovingiens. Si je vous donne le goût de l'histoire, je serai l'auteur le plus comblé qui soit, parce que c'est avant tout une sorte c'est l'envie de permettre aux gens de s'évader vers autre chose, vers une autre réalité qui est tout à fait, comme je disais, qui est tout à fait inaccessible de nos jours. Donc j'ai un peu du mal avec la catégorisation. Cela dit, pour venir avec ce qu'on disait sur les planches de Patrice Pellerin qu'on voit ici, c'est sûr que ici, Patrice Pellerin est beaucoup plus didactique et il le reconnaît. Il dit, voilà, moi, si j'aime bien les bateaux, j'ai fait appel aussi à l'équipe de Jean Boudriot et tout ça pour que mes bateaux soient corrects. Mais moi, c'était dans le but de donner plus de crédibilité, de se dire ah ouais, on voit qu'il s'est donné et tout, et un peu par la bande dire introduire des notions de réalisme, et que les gens, mais c'est pas le but d'instruire les gens. Donc il m'est arrivé de faire une grande double page avec le Soleil Royal en coupe.
c'est de la vulgarisation juste, mais de la vulgarisation. Donc après, si les gens s'y arrêtent et disent « Oh, regarde, il y avait des cochons, il y avait des moutons et tout ça », bon, bravo, je suis heureux que tu aies appris quelque chose. C'est exact, il y avait du bétail à bord des bateaux. Maintenant, si les gens passent à côté, ben, ils passent à côté, mais c'est pas grave. Maintenant, s'ils passent 1 heure, 2 heures, même une demi-journée, en regardant tous les détails que j'ai mis, en disant « Oh, t'as vu, ils tirent au canon et tout ça. Oh, regarde, on les voit en train de carguer une voile. » Très bien, j'en suis flatté, quoi. C'est génial. Donc, là où je serais content, c'est que j'ai vraiment le plaisir d'avoir fait quelque chose qui soit correct, qui soit juste, le plus juste possible. Donc, mais je suis conscient d'avoir fait aussi des erreurs. Mais bon, comme je disais, c'est pas un cours d'histoire, c'est pas voilà. J'ai fait aucune école, aucune université, tout ça. Donc, pour ce genre de choses, quoi. Donc, Yves Carlier, justement, vous voulez réagir à cette planche de l'épervier de Pellerin. Ce que je voulais dire, c'est il y en a un qui a fait magistralement la synthèse entre historien et historique, c'est Tardy, avec la Der des Der. Pour moi, c'est un cours d'histoire, et en même temps, c'est une bande dessinée à caractère historique. Bon, alors, pour revenir à la planche de Pellerin que vous avez ici, moi, quand j'avais découvert cette bande dessinée il y a quelques années, au moment de sa sortie, pour vous dire mon parcours, donc je suis amateur de bande dessinée sans plus de connaissances que cela. J'ai quand même été fasciné il y a une petite trentaine d'années par la sortie des 7 villes éperviers, qui moi, en tant qu'historien de l'art, m'avait bluffé, notamment la reconstitution des rues de Paris ou de l'extérieur de Saint-Germain-en-Laye. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et puis, je ne savais pas que ça aurait pu faire école. Et cette école, c'est ce que vous avez, la planche en face de vous. Et cette école a été poussée très loin parce que les scènes que vous avez ici se passent dans l'appartement intérieur du roi. On est en 1742 et les recherches qui ont été faites ou les aides qui ont été apportées aux auteurs font que c'est une exactitude vraisemblable, si je puis dire. Ce que vous avez en bas à gauche, c'est la vue de ce qu'on appelle le cabinet ovale. Le cabinet ovale, c'est aujourd'hui le cabinet de la Pendule à Versailles, si vous connaissez bien la pièce. Cette pièce a été transformée en 1736 et ensuite le décor que vous avez ici date de 1738. Donc on est parfaitement en adéquation avec l'intérieur de l'appartement du roi. En haut, et en plus, les 2 portières que vous avez sont des portières de tapisserie, ce qu'on appelle les armes de France. Ils ont été livrés par le garde-meuble en 1739 et ils ont été retirés en 1743. Donc on est vraiment en 1742. En haut, tout à fait en haut, c'est le cabinet du roi, ce qu'on appelle le cabinet d'angle, dans sa configuration entre 1738, date à laquelle il a pris la forme, enfin il a pris cette forme en 36, mais le bas-lambris a été posé uniquement en 1738, la cheminée date de 39, et sur une autre planche, alors c'est celle en bas, la deuxième en partant de la gauche en bas, de la partant de la droite en bas, vous voyez le médaillé de Gaudreau qui est encore en place, qui a été livré en janvier 1739. Donc on est vraiment dans la précision. On savait qu'il y avait un damas rouge, et ce qui est encore plus fascinant, c'est que les tableaux qui sont accrochés sur le mur, on n'a pas de description, sauf dans la 3e édition du Dictionnaire historique et géographique de Bruzin de la Martinière, publié en plus à Venise en 8 volumes en 1741, et donc il décrit les tableaux de l'appartement du roi. Donc c'est une exactitude. En même temps, ce qui moi m'intéresse aussi, c'est que on n'a pas le dessin des sièges qu'il y avait. Il y avait 12 tabourets et une banquette, un canapé. Et comme il n'existait pas, on n'en a pas de représentation. L'auteur aurait très bien pu prendre des dessins de modèles de sièges contemporains. C'est ce que vous avez fait pour Loïs et pour les scènes de Louis XIV. Et en fait, il n'a rien fait. Et même, il est allé pousser très loin le détail. Le bureau sur lequel est assis Louis XV est parti en mars 1743 pour le château de Choisy. Donc il est inventarié en 42, mars 43. Donc on est en parfaite adéquation. En même temps, je suis sûr que si Louis XV voit la pièce, il dit mais qu'est-ce que c'est ce décor? Ça n'a rien à voir avec ce ça avait été. C'est parfaitement plausible, parfaitement. Et moi, je suis fasciné et je pense qu'on pourrait encore aller plus loin dans certains détails de représentation, peut-être pas sur le règne de Louis XV, mais sur le règne de Louis XVI, où on a beaucoup plus de détails. Si quelqu'un veut s'amuser à faire les cabinets intérieurs de Marie-Antoinette, il peut les refaire rigoureusement tels qu'ils étaient au moment de la Révolution française. On a même l'emplacement exact de tous les petits... Il y avait une centaine de lacs,
on les a encore et on sait où ils étaient placés dans l'appartement. On peut refaire exactement ce qu'il est. Et moi, je me dis que si j'avais été beaucoup plus jeune et beaucoup plus doué en informatique, j'aurais reconstitué ces décors de manière factice pour les proposer à des cinéastes pour qu'ils puissent les réintégrer dans leur décor, un peu un Star Wars, mais un Star Wars, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Et je pense que maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. De fait, il y a des... Moi, je suis en contact depuis très récemment avec quelqu'un qui a fait le travail sur les Tuileries en reconstituant en 3D. Alexandre Cojano Non, c'est un particulier, je pense, c'est Philippe... Ils sont plusieurs à avoir fait ça, bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'en fait, nous, on n'a même pas le temps de se livrer à... Enfin, Patrice Pellerin, il le fait, je sais pas trop comment il arrive. Parce que... Enfin voilà, il met le temps, ouais. C'est ça, je pense qu'il a... puis c'est vraiment sa marque de fabrique et son intérêt de reconstituer comme ça. Il a, je pense, avec le temps aussi, trouvé les interlocuteurs qu'il faut. Et en fait, c'est vrai que c'est aussi un travail collectif, quoi. Il mobilise beaucoup de gens, je crois. Et là, c'est la même chose pour nous quand on doit trouver de la documentation. Il y a des gens qui ont fait le travail avant nous, qui le font bien mieux, qui le feront toujours mieux que nous, qui sommes en fait juste des auteurs et des dessinateurs, quoi. Donc c'est vrai que quand on peut s'appuyer comme ça sur le travail de reconstitution de gens qui sont bien plus spécialistes, experts et en plus passionnés par exemple la décoration intérieure, parce nous on peut pas passer autant de temps, il me semble, sur ce travail de reconstitution par nous-mêmes, quoi. Il faut qu'on puisse s'appuyer sur les travaux les vôtres, notamment. J'ai juste, moi, en tant que lecteur, je me demande si la précision du trait, chez Pellerin, c'est un trait extrêmement précis, ne favorise pas cette représentation extrêmement fidèle. Si je prends pour Loïs, votre trait est moins précis. C'est pas un côté critique, hein, là, il est extrêmement précis. Et néanmoins, vous réinsérez notamment le mobilier d'argent dans certaines scènes, d'après les dessins qui sont conservés à Stockholm. Mais vous êtes suffisamment flou, si. Enfin, vous êtes suffisamment flou, excusez-moi l'expression, mais pas assez précis, pour que ça suggère parfaitement la présence du mobilier d'argent, sans pour autant devoir rentrer dans des détails que peut-être vous n'auriez pas été en mesure de pouvoir rendre. Oui, en même temps, ça m'aide parce que, comme vous parliez du mobilier d'argent, en effet, c'est le genre de choses dont on ne sait presque plus rien parce qu'il y en avait tellement à Versailles qui a été fondu par la suite que c'est le genre de choses qui s'est perdu. Hein. Comme je parlais de monde perdu qu'on essaie de représenter à nouveau, ça c'est un des exemples, en effet. Oui. Maintenant, sur mon trait... Oui, c'est vrai que c'est toujours un éternel débat. On peut pousser très très fort les détails, mais la planche qui vient ici, c'est un bel exemple. Je pense même que c'est à peu près les mêmes emplacements. Oui, c'est le même emplacement. Donc c'est le cabinet de billard de Louis XIV avant la transformation de 1684 avec les 4 colonnes qui rectifiaient la différence de façade. Le côté nord. Et en fait, moi, j'ai apprécié ce dessin parce que j'ai pu reconnaître un état éphémère de Versailles disparu en 1684. En même temps, on ne connaît pas la couleur des tissus. Enfin, si on connaît la couleur des tissus, on n'a pas la description. On n'a pas la description du billard de Louis XIV. Et ce que vous avez fait en vous inspirant de documents contemporains fait que vous faites quelque chose de tout à fait plausible. Oui, j'en suis ravi. Disons que quand j'ai ce genre d'avis positif, j'en suis toujours le premier surpris, donc agréablement, bien sûr. Mais moi, je reconnais que quand je me lance dans ce genre de choses, je lis, et puis à un moment donné, il faut se lancer parce que les peintures sur les lambris et tout ça, toutes ces choses-là sont totalement inconnues. Donc, il faut s'inspirer de ce qu'on a, de ce qu'on trouve dans les livres et tout. Donc, et puis, il y a des choses parfois où je place un vase de Chine. On ne sait strictement rien de ce vase de Chine, donc si on fait un peu attention, c'est juste que je suppose il y a un gros vase de Chine là derrière le billard. Oui. Et bon, là je me dis bon, hop, j'y vais, tant pis. On le verra pas, mais je m'en fous, je me justifierai après. Mais voilà, mais c'est pas impossible. Ce n'est pas incohérent.
C'est pas incohérent, voilà. Il est possible que j'allais dire Jacques Martin, il se confondait souvent avec ces personnages, que Louis XIV, à un moment donné, en soit lassé, et hop, fini le vase de Chine. Voilà. Voilà, donc... Non, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à la pièce? Oui, c'est vrai qu'il y a du flou. En même temps, là, c'est un détail pour moi qui est déjà assez extrême, parce que moi, enfin, c'est le problème du détail, c'est que parfois, c'est apprécié. Parfois, on dit, mais t'en fais trop, hein, ceci, cela. Oui, enfin, chacun... Enfin, c'est un point de vue. Maintenant, c'est vrai que Patrice Pellerin... comme on disait, il met le temps et il faut pouvoir. Hein. C'est sûr que autant pour les bateaux que pour son Versailles, c'est enfin bon, c'est connu que le fait qu'il prend beaucoup de temps. Et il y avait un détail qui m'avait sauté aux yeux, c'est le fait qu'il représente la Joconde. Elle a été dans une autre pièce sous Louis XIV et bougée ici. Ouais. On voit le Balthazar Castiglione de Titien. Enfin, ce sont des tableaux qui étaient dans cette pièce. Mais tout à fait, je confirme, parce que je pense que Louis XIV, c'était dans sa petite galerie personnelle. Et c'est tout à fait exact. C'était propriété de la famille royale avant d'être au Louvre, bien national. Donc, je ne savais pas que Louis XV l'avait dans ses appartements, mais c'est tout à fait plausible, ouais. Ça me permet puisque vous parlez d'exactitude historique, et là on va très très loin, on n'a pas préparé cet échange, hein, je tiens à le préciser là, mais en fait, pour citer un autre historien, Yvon Jablonka, qui est lui spécialiste en histoire contemporaine, hein, il n'est pas spécialiste du château de Versailles en l'occurrence, mais il émettait l'idée que les historiens devraient essayer, en tout cas ceux qui se sentent de le faire, essayer de s'exprimer directement via la bande dessinée pour réaliser des mémoires de master, voire des thèses. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Peut-être vous, Yves, puisque vous êtes historien. Alors, moi, en tant qu'historien et plus que mauvais dessinateur, ce que je regrette absolument, quand je lis des inventaires après décès, et je me figure les objets. Et je voudrais absolument pouvoir les dessiner. Ce que je ne fais pas, ce qui moi m'aiderait notamment si quelqu'un connaît le livre Journal de Lazare Duvaux, qui était un marchand mercier du XVIIIe siècle, il y a des milliers d'objets qui sont passés entre ses mains, il les décrit, et notamment des porcelaines de Meissen montées. Je vois parfaitement à quoi ça ressemble. Et je voudrais, au fur et à mesure, pouvoir moi annoter le livre, un peu comme Gabriel de Saint-Aubin, qui était ce dessinateur parisien du XVIIIe siècle, qui faisait des dessins à peu près la grandeur d'un ongle dans les catalogues de vente du XVIIIe siècle, et on reconnaît parfaitement les tableaux. C'est un trait absolument extraordinaire. J'aurais voulu avoir cette démarche. Et je pense que ça nous aiderait, nous, à nous figurer, en tant qu'historien, et plutôt historien de l'art, à nous figurer ce que nous voyons à décrire. J'ai enseigné pendant des années à l'école du Louvre l'histoire du décor intérieur à Versailles. Et donc, c'était très sec, très aride. C'était des descriptions d'archives. Mais je disais à mes étudiants à la fin, il faut que vous puissiez retranscrire ces objets en images. Et si vous y arrivez, c'est donc que vous avez assimilé quel pouvait être le contexte décoratif ou ornemental de l'époque. Alors, vous, les auteurs de bande dessinée, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'Yvon Jablonka de faire sa thèse en bande dessinée? Je dis ça, et puis là, j'affiche une double page qui était parue dans Pilote dans les années 60. J'ai plus la date exacte en tête, mais 64. 61. Donc, pour en revenir à la thèse en BD, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a eu des thèses en bande dessinée, il y en a déjà eu, pas en histoire à ma connaissance, mais en sciences... si, il y en a eu en sciences humaines, mais en tout cas, il y en a eu, il y a eu des démarches. Une thèse d'histoire en bande dessinée, ça vous paraît possible? Bah ouais, c'est un peu de boulot quand même. Enfin... Il veut nous piquer notre travail, le monsieur. Ouais, il ne parlait pas pour lui, je crois. Hein, mais non, mais c'est vrai que c'est... Enfin, je sais pas, en tout cas, ouais, nous, c'est deux trucs quand même assez différents. Enfin, je trouve que c'est une super bonne idée qu'il a, c'est clair, mais après, pour moi, faire une bande dessinée, c'est quand même aussi inventer une histoire. Donc là, on met complètement de côté l'aspect historique et tout, quoi. S'il y a pas... si c'est pas vivant, trépidant, rythmé, des fois que ça fait pleurer, que ça fait rire, que ça fait peur, enfin il y a ça aussi, quoi, et ça s'improvise pas, donc
Ça peut être, ouais, en fait, le résultat, et je pense que celles qui ont été soutenues quoi, en BD, les quelques thèses, portaient sur l'image et sur les possibilités du médium, quoi, j'ai l'impression. Enfin, de Ouais, des thèses mémoire, je pense qu'il y a en psychologie, mais pas Oui, en oui, histoire oui. pour l'instant, il n'y en a pas. En tout cas, j'ai l'impression que la spécificité de la BD est exploitée, mais que le résultat est quand même assez aride, ouais. Et, moi, je sais que j'ai feuilleté un truc qui a été publié, mais je crois que c'est chez notre éditeur qui a publié un truc. Je cherche le titre, je ne trouve Ouais, plus dessus. et moi non plus. Mais je sais aussi qu'il y a Jean-Christophe Menu qui en a fait une. Et lui, c'est plus sur la bande dessinée, quoi. Et c'est très aride. C'est passionnant, mais c'est... Ouais, c'est ça. Ça peut être passionnant, mais alors ça s'adresse quand même à un certain public. Et en histoire, ça pourrait être intéressant, mais j'ai l'impression que si c'est coupé des problématiques justement d'image, de représentation, de narration, je vois pas trop l'intérêt, quoi, parce que de toute façon, le matériau d'historien, il a déjà il manque d'image, il manque de plein de choses. C'est un peu dans un colloque l'autre jour, il parlait de falaise un peu, quoi. On a un élément saillant et puis tout autour une espèce de grand précipice où on peut pas mettre d'image, on peut pas mettre. Enfin, il y a plein de vides en fait dans le travail d'historien. Alors que notre travail, nous, de dessinateurs, surtout, quoi, mais de raconteurs aussi d'histoire, il est assez plein, quoi. On va avoir tendance à combler tous les vides que l'historien, lui, passe son temps à, pas forcément à remplir, mais justement à contourner, à décrire par le négatif, à mettre en valeur souvent voilà, l'élément manquant, le fait que les archives soient incomplètes, qu'il y a plein de choses qui manquent. Donc à mettre en valeur presque les manques, alors que nous, on va presque faire tout pour les faire oublier. Et c'est quand même deux démarches assez contradictoires d'un certain côté. Donc là, c'est une planche de révolution hein, qui vient de s'afficher, donc votre livre. Pour couper la poire en deux, la thèse d'histoire en bande dessinée, c'est peut-être un peu utopiste ou peut-être un peu extrême comme vision, mais en tout cas, est-ce que la bande dessinée historique, que ce soit Loïs, que ce soit Révolution, que ce soit d'autres, il y en a beaucoup. Hein, là, dans l'exposition, il y a une centaine d'œuvres, albums solo ou tomes de série où apparaît le château de Versailles, où le château de Versailles apparaît même, il a un vrai rôle, donc c'est quand même considérable, une centaine de livres. Est-ce que la bande dessinée permet de mettre en avant, de mettre en valeur des travaux d'historiens qui peut-être seraient passés inaperçus aux yeux du grand public, ce qui est parfois malheureusement trop le cas. Est-ce que la BD permet justement de franchir ce fossé et d'amener des travaux d'historiens à un plus large public? En tout cas, moi, je pense qu'il y a vraiment une complémentarité, quoi, et c'est ça qui me semble intéressant entre le travail d'historien et le travail d'auteur de bande dessinée, comme ça peut être aussi le cas pour des auteurs de romans ou des metteurs en scène au cinéma et tout. Il y a la matière produite par les historiens dont on se nourrit, et dans l'idéal, ça les renourrit derrière, et il y a un dialogue qui peut s'établir comme ça entre les deux, qui moi me semble... C'est pour ça que je trouve que il n'y a pas forcément besoin que ce soit fait par la même personne tout, quoi. Au contraire, je trouve que c'est des approches différentes, et c'est ça qui me plaît, quoi. C'est qu'il y a des approches différentes qui peuvent se nourrir l'une l'autre. Et pour ce qui est du coup de rendre plus accessible, quoi, peut-être le travail des historiens, oui, je pense que tout à fait. D'ailleurs, ils s'y trompent pas, ils s'y intéressent beaucoup. Et ce que vous disiez juste avant, je pense que en effet, c'est un moyen de rendre plus facilement lisible. Après, voilà, avec peut-être le piège un peu de l'image, quoi, qui est que quand on voit une image, on se dit toujours, on est tenté de se dire c'est vrai, il y a une image, donc c'était comme ça, quoi. Il faut quand même aussi dire non, c'est dessiné par des gens en 2000, 2010 ou 1970 et ça c'est vachement important, c'est-à-dire que c'est pas mais bon, ça après c'est plus dans l'éducation, c'est presque à l'école où il faut apprendre aux gens peut-être plus aussi à
à décoder les images et à pas les croire. À apprendre à regarder une image. Ouais. Bah ouais, et toujours savoir qu'il y a un filtre entre l'image et puis ce qu'elle représente. Yves Carlier, est-ce que cette double page est juste et plausible? Alors 1684. Voilà, ça a paru dans le magazine Pilote, dans les années 60. Je pense qu'elle est juste. Je me pose juste une question sur le bassin central. Je ne sais plus s'il était sorti ou pas en 1684. Voilà, je me pose juste une question. Je crois qu'il n'était pas là en 1684. Je me trompe peut-être. Non, sinon c'est à peu près cohérent. Bon, attendez, je regarde. Il y a bien les ouvertures des petits détails qu'on oublie aujourd'hui. Enfin, il y a des petites erreurs, mais là c'est dû à la perspective. Non, c'est à peu près le château. C'est pas une incohérence de voir ceci. L'aile du Nord est à peu près construite. L'aile du Midi, est à peu près construite. L'aile du Nord n'est pas encore construite. Elle sera construite à peu près à ce moment-là. Débuter, on voit encore les bassins au-dessus de ce qui viendra, l'ancien emplacement de la grotte de Tétis. C'est pas absurde ce dessin. La perspective, par contre, me gêne un peu. Voilà, c'est tout. Mais en fait, c'est vraiment un dessin. Moi, je trouve que, par contre, il est très juste pour un dessin de 1961, quoi. On voit tout à fait l'esthétique. C'est plutôt de ça que ça parle, presque, quoi. Il est très il est super daté, comme nos dessins à nous vont être très datés. Dans 40 ans, les gens vont dire, ah ouais, d'accord. C'est une BD des années 2010-2020. Mais je sais pas, je pense au petit personnage de devant qui lance son chapeau comme ça. C'est des postures, c'est des gestuels qui sont... On ne sait pas trop ce qu'il fait là. Autant les mousquetaires, ou les gardes françaises, là, je sais pas. Bon, c'est une mise en scène, de toute façon. Ouais, mais on voit que ça a été repris de dessins déjà existants, et même la perspective, voilà, ça fait très âge classique, perspective classique. Mais les petits personnages de devant trahissent tout à fait l'auteur de 1960. Qui lance son chapeau à la jeunesse de France. Mais la composition ressemblerait presque à un tableau des galeries Louis-Philippe. Historique de Versailles. Je pense qu'il y a plusieurs tableaux qui ont servi de source d'inspiration. Un tableau qui est chez la Reine d'Angleterre et des tableaux des collections de Versailles, probablement des estampes aussi. Il doit y avoir un mixte de plusieurs influences. Alors quand vous parlez des galeries de Versailles, ça me fait penser, vous parliez de l'image qui fige. C'est exactement le cas des galeries historiques de Versailles. Il y a beaucoup de scènes de bataille. Et beaucoup de gens, non, moi quand j'étais môme, je peux prendre le cas du sacre de Napoléon. Pour moi, le sacre de Napoléon s'était passé comme ça. On sait très bien que c'est une invention totale de David du début jusqu'à la fin. Et voilà, donc l'image qui fige et qui imprègne, bon, c'est limite de la propagande des temps de Napoléon, enfin c'est même de la propagande des temps de Napoléon. La bande dessinée n'a pas cette volonté de propagande, enfin plutôt les auteurs qui ne sont là, n'ont pas cette volonté de propagande, mais c'est vrai qu'elle fige une image et c'est un peu comme le film Que la fête commence. C'est porteur de sceaux pour que, vous avez vu le film peut-être, Que la fête commence, c'est porteur de sceaux pour que les messieurs puissent se soulager dans les galeries de Versailles, qui est une invention complète de l'auteur. Ça a figé, j'ai encore entendu des gens expliquant à leurs enfants qu'il y avait des porteurs de sceaux, comme quoi la fiction est devenue une réalité pour ceux qui ont vu ce film. Olivier, vous voulez réagir ou... Non, pas particulièrement, mais c'est vrai que, comme vous dites, il y a certaines images comme ça qui restent, comme l'absence de toilette, l'absence de... Enfin, je veux dire, l'absence de commodité, qui était relativement exacte. Exact et inexact. Et inexact, c'est-à-dire qu'en effet, je crois qu'il y avait des porteurs de chaises percées et tout, mais ce qui est certain, c'est qu'il y en avait beaucoup trop peu pour le nombre de gens qui étaient là sur place. Donc, en effet, c'était un problème, mais dire qu'il n'y pensait pas, qu'il n'y avait pas un peu pensé, est inexact. Mais bon, je crois que c'est la Palatine qui se plaint beaucoup en tant qu'Allemande. Elle dit, mais enfin, ici, on ne sait pas vivre. Enfin, bref. Donc voilà. Surtout les documents d'archives du concierge de Versailles qui enjoint régulièrement les valets de chambre des appartements de ne pas vider les pots de chambre par les fenêtres. Voilà. Donc, il y avait des pots de chambre, on ne faisait pas partout. Mais par contre, comme il n'y avait pas d'évacuation, pour les appartements de courtisans, pas pour les appartements royaux, ça passait par les fenêtres, au détriment de ceux qui pouvaient être en dessous. Et on a tous cette anecdote célèbre sous le règne de Louis XVIII de courtisans de l'ancienne cour de France qui revenaient aux Tuileries
il y avait des odeurs particulières dans le grand escalier central des Tuileries. Et une des personnes montant l'escalier en disant « ça me rappelle Versailles ». Voilà. Donc c'était une réalité tangible, mais due à ce que vous disiez, c'est-à-dire l'inadaptation des sanitaires au nombre de personnes qui étaient sur place. Sauf, je précise, pour tout ce qui était appartement de la famille royale. Là, il y avait tout l'équipement possible et le service pour que tout se passe bien. Pour revenir à l'idée que les images figent souvent des idées justement qui vont se perpétuer d'année en année, voire de siècle en siècle. Si on part du principe qu'une BD historique est un tableau pour les tableaux des galeries, des galeries Louis-Philippe, si une BD historique, c'est avant tout une fiction qui offre un regard contemporain sur une période historique, comment vous, auteur de bande dessinée historique, comment vous appréhendez ça? Comment vous appréhendez votre regard contemporain sur une époque qui remonte à 200, 300, 400 ans, pourquoi pas plus? Est-ce que vous en prenez conscience? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a en tête en permanence? Ou est-ce qu'il faut, à un moment donné, on arrive à s'en détacher? Ben moi, je repense, quand vous parliez de flou tout à l'heure, je trouvais ça vraiment pour moi, c'est une notion hyper intéressante dans le dessin, parce que, par exemple, aujourd'hui, on peut voir de l'attrait pour les carnets des gens qui dessinent, par exemple, en voyage, quoi, qui vont publier des carnets de voyage, donc qui parcourent le monde aujourd'hui, qui dessinent. Et on aime bien regarder des dessins faits sur le vif dans des endroits. Alors qu'on pourrait très bien avoir des photos, on pourrait avoir des plans, on pourrait aller sur Google 3D, voir de l'espace par satellite les endroits exactement. On pourrait même aller voir nous-mêmes si on veut vraiment vérifier. Mais en tout cas, le dessin, pour moi, en tout cas, ces dessins-là faits sur le vif, que à la fois nous, on pratique beaucoup le dessin d'observation, ou en tout cas, on l'a pratiqué à des moments. Et pour moi, ce truc-là, il y a un flou, il y a une inexactitude, il y a une improvisation, il y a le fait d'avoir le gars, il a peut-être été bousculé, ou alors il n'a pas eu le temps de finir. Mais en fait, ça, on adore ça. Et on trouve une vérité là-dedans qu'on ne trouve pas dans la photographie. Et je ne sais pas exactement laquelle elle est aussi celle d'une subjectivité, quoi. Et en tout cas, nous, on sait sur comment représenter Paris, ou comment représenter... par exemple, les salons qu'on voyait tout à l'heure de pèlerins, le salon du roi, là, moi, c'est un truc, je ne pourrais pas faire ça, c'est clair. C'est beaucoup trop de boulot. Et je veux pas du tout... Enfin, voilà, c'est quelqu'un dont j'adore le travail et tout. C'est pas un jugement de valeur que je porte, mais... Par contre, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, c'est d'essayer de me dire, OK, je suis dans la pièce, les mecs, ils sont là, ils sont en train de parler, et moi, je dessine. Et il y a beau y avoir 15 000 petits zigouigouis à dessiner, j'ai que 3 minutes, quoi. Donc, qu'est-ce que je dessine? Et d'essayer d'avoir dans mon dessin un peu de cet aussi impératif, un peu de rapidité et de flou, justement, que... Au cinéma, par exemple, c'est vachement plus dur, je pense. Alors, on va essayer de cadrer, serrer, mais si on n'a pas trop d'infos... Nous, nos rues de Paris, moi en tout cas, quand je dessine les rues de Paris pendant la Révolution, c'est souvent un peu flou et les façades, elles sont pas trop définies. Et en fait, ça le fait puisque c'est du dessin. Le dessin permet ça, quoi. Et donc, le dessin peut être flou et les gens peuvent être en mouvement, ils peuvent être, Je pense que nous, on sait pas. Bon, après, il y a plusieurs approches, mais cette approche-là, d'essayer de se dire, ok, comment est-ce qu'on aurait dessiné ça si on avait été sur les lieux? Finalement, c'est quand même, il y a une certaine ironie au fait que comme les images comme les lieux sont absents, on doit les reconstituer et donc on va chercher à les reconstituer méga précisément, alors que s'ils avaient été présents, on ne se serait pas trop pris la tête. Au final, on aurait dessiné. Donc je trouve. C'est-à-dire que 300 ans plus tard, on a plus d'exigences envers soi-même. Mais en même temps, je comprends, parce qu'il y a l'enjeu de reconstituer, puisque justement ces trucs-là, on peut pas les voir. Donc le dessin, il peut servir à montrer des choses qu'on peut plus voir. Mais c'est aussi. Donc nous, je pense qu'on jongle un peu entre les deux. On passe de l'un à l'autre. Ça dépend des scènes, ça dépend des dessins, de ce qu'on veut montrer. Mais je trouve ça marrant aussi d'essayer de dessiner Versailles comme si on y était. Et que si on y était, on n'accorderait pas une telle importance, limite fétichiste en fait, aux détails, quoi. Puisque on se dirait, si les gens veulent voir, ils ont qu'à venir. Enfin, je trouve que.
Et après, pour revenir sur le fait, est-ce qu'on se pose la question aussi, nous, d'avoir conscience ou pas de fournir du coup des images exactes ou non? Et je pense que c'est en tout cas de mettre votre regard subjectif, forcément. C'est une préoccupation permanente, je pense, surtout sur un sujet aussi brûlant que la Révolution, où l'historiographie depuis 230 ans s'écharpe en interprétation et en lecture contradictoire. Nous, évidemment, on arrive là-dedans comme des éléphants dans un magasin de porcelaine et on n'y connaît pas grand-chose, mais par contre, on se pose quand même ces questions-là. On les évacue pas du tout. Et je pense que le but, c'est pas d'arriver à un moment où on les évacuerait, quoi, et d'être tranquille avec cette question du poids de l'historiographie et de nous, notre place en tant qu'auteur du XXIe siècle, qui digérons tout ce travail d'interprétation, de lecture, de relecture. C'est super important, c'est assez passionnant en plus à faire, quoi. Et après, toute la question est est-ce qu'on a envie que ça se voit dans le résultat final, quoi. Et ça, c'est plus compliqué, quoi, de trancher, parce que ça peut devenir aussi, du coup, des récits très théoriques et tout, quoi. Nous, on essaye que ça puisse se lire, mais un peu à la troisième lecture, quoi. On aimerait bien qu'en tout cas les gens que ça intéresse se rendent compte de ça. J'ai l'impression que c'est le cas. Mais on n'a pas envie non plus que quelqu'un, un lecteur, une lectrice qui arrive sur notre bouquin se dise « Ah, c'est un truc à moitié savant sur les représentations de la Révolution depuis 230 ans. » C'est pas ça le but. Nous, on a quand même envie d'abord de faire une histoire qu'on lit au moins une première fois en étant un peu transporté, quoi. Alors Olivier, juste avant, donc ça c'était une planche du Voltaire de Richel et Beurio, ça c'était une planche de L'Homme de Gouges de Cattel, qui sont dans l'exposition. Olivier, oui, pardon. Allez-y. Oui, je vous ai interrompu. Posé une question, je sais pas. Non, la même question. Quelle est la par rapport à votre distanciation, par rapport à l'époque et la mentalité. Votre regard contemporain sur la période historique, comment est-ce qu'on fait pour s'en détacher? Comment est-ce qu'on fait pour l'intégrer éventuellement dans le récit? Oui. Disons que dans le cadre de Loïs, c'est particulier parce que c'est, bon, je l'avoue volontiers, c'est très old school comme façon de... Désolé l'anglicisme, de raconter des histoires, parce que le personnage de Loïs réfléchit comme un garçon du XXe siècle, XXIe siècle, enfin, idéalement, mais parce que il est quasiment impossible, à moins de prendre le parti de choquer vraiment les gens, de faire limite une sorte de pamphlet, enfin, je ne sais pas comment dire ça, de prendre complètement le contre-pied, mais en tout cas c'est une mentalité, c'est pas négatif, c'est un peu boy scout, quoi, je veux dire, mais c'est pas grave, mais c'est le type de récit qu'il impose en fait. Après ça, oui, dans ce type de bande dessinée, c'est très compliqué. En fait, il faut, comment dire, il y a le bien, le mal. C'est compliqué parce que, par exemple, sur la vie des gens était très dure. Pour prendre un autre exemple, parce que Loïs, c'est trop compliqué, c'est trop par rapport à ça, par rapport à la vie des gens, la mentalité des gens, c'est impossible. Et pour donner un autre exemple, je me suis un petit peu intéressé à 14-18, fatalement, il y a quelques années, avec le centenaire. Déjà, ça, c'est un monde qui nous sépare de tous ces gens. Je veux dire, essayer de rentrer dans la tête d'une personne qui était là en 14, qui était là en 18, c'est une mission impossible. J'ai un peu visité les sites. Ok, par contre, je sais que dans la foulée, on avait fait un fort des années 30, donc qui a servi en 40 et tout. Et là, j'ai eu un petit choc, parce que je dis, grand Dieu, ça c'est mes grands-oncles, grandes-tantes, enfin, pas ma grande-tante, mais j'ai pas connu mon grand-oncle, mais c'est leur époque, quoi. Je veux dire, donc déjà, je pouvais ressentir quelque chose qui me parlait, parce que ce sont des gens que j'ai connus, ont vécu ça. Mais là, ça m'a fait un vrai choc. Mais c'est dire que, comme je vous disais, c'est par rapport à Verdun et tout,
ça m'a strictement rien fait. Alors qu'il faut prendre conscience que autour de Douaumont et tout ça, et son monument, c'est un vaste cimetière de gens qui ont été volatilisés et tout. C'est la simple pensée, ça m'a pas fait grand-chose. Donc malgré ma préparation, malgré toutes ces choses, donc pour revenir à Versailles, l'époque du 18e, le 17e qui me concerne, non, personnellement, enfin, avec le recul des autres recherches que j'ai faites par la suite, je me suis dit non, c'est quasiment impossible. Et quand on voit des films sur le Moyen-Âge, sur les bateaux et tout, moi, le constat que je fais, c'est que les gens ne rentrent, enfin, à moins de faire vraiment des choses très extrêmes, comme par exemple Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg, la plupart des autres films récents sur la guerre, je dis non, on n'est pas dedans parce que, et à mon avis, c'est volontaire parce que c'est pas possible de montrer ce que ces gens vivaient au jour le jour, tellement c'est dur en fait. Donc la BD que font mes 2 collègues pour ça est admirable. Je le dis parce que ça montre le côté très sombre. Masterman était quasiment impossible à montrer, en tout cas pour le public qu'on visait. Oui, Loïs, c'est peut-être plutôt la légende dorée de Versailles, et Révolution, ça serait plutôt la légende noire, du coup. C'est une autre pour schématiser approche. encore une fois Oui, complètement. Et si je puis dire, un raisonnement très binaire. Mais les mentalités actuelles ne seraient pas prêtes à accepter totalement comment on vivait sous Louis XIV. Aujourd'hui, entre les mouvements féministes, les mouvements anti-esclavagistes, etc., ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Donc, s'il fallait montrer le Louis XIV sous tous ses, enfin la période de Louis XIV sous tout ce visage, c'était tout ceci qu'il fallait mettre en avant. Le Code noir est quand même une création du règne de Louis XIV. Et donc, il faudrait prendre en considération tout ceci. Et là, ça serait presque accusé de propagande envers ces mouvements qui maintenant, on peut plus. Enfin, si, on en parle, mais de manière différente. donc, Mais par contre, la BD peut avoir une vertu éducative. Ce serait même d'autant plus intéressant de montrer la réalité, justement, de contrebalancer un peu la légende dorée. Enfin, je pense qu'au contraire, aujourd'hui, ça serait au contraire intéressant de faire ça, de montrer la réalité des mentalités aussi un peu plus et un peu plus souvent, pour montrer d'où on vient, quoi.